Bem, depois dessas excepcionais apresentações, eu vou pedir que as pessoas... Eu vou recolher 3 perguntas por vez. Patá está lá no fundo, Jean-Yves aqui. Eu vou ficar nesta parte do auditório primeiro, depois eu me desloco para essa. E Bernard Mancier aqui. Eu peço, como há muitas pessoas interessadas em fazer pergunta, eu peço encarecidamente que as perguntas sejam concisas. Tá. Muito obrigado. Eu fiquei muito contemplado, muito feliz com as 2 palestras e vou tentar ser muito sucinto, apesar de ser sindicalista. Sabe, o sindicalista fala muito. Mas, muito rapidamente, no meu querido, o Dominique, queria compreender também, porque eu sou do século passado e tinha o romantismo que as grandes movimentações para fazer mudanças importantes era, por exemplo, a Revolução Sexual que ocorreu na Europa, dos estudantes, nos idos de 68. Se esses movimentos, ou as primaveras que ocorreram recentemente, se eles ainda têm alguma influência, ou a preocupação é excessivamente a população excessiva que ocorre na Europa, o islamismo, o terrorismo, e essas outras questões, esses movimentos deixam de existir, como foi, para mim, em 68, uma importância muito grande. E para o Marc, também, muito rapidamente, eu concordo com a questão colocada do populismo, e até colocada de uma forma que o populismo é nefasto, é muito ruim. Também não acredito no salvador da pátria. Mas por que os social-democratas, que são aqueles que pensam numa democracia mais ampla, todos eles são aqueles que tiram os direitos dos trabalhadores? É muito difícil ver qualquer reforma que traga direito para os trabalhadores. No Brasil, recentemente, todos acompanharam o fim da CLT, o fim do movimento sindical. Na Europa, na França, em especial, também movimentos nesse sentido. Então, quando se diz que a elite quer acabar com todos os direitos dos trabalhadores, a meu ver, o significado é que, quando o social-democrata está no poder, são eles que tiram os direitos dos trabalhadores, e não os populistas. Muito bom, Patá. Jean-Yves, aqui. Posso falar en français? Claro que pode. J'ai une question. Alors, je vais peut-être se présenter un peu. Je suis français et brésilien. Je vis ici depuis 35 ans maintenant. Mais j'ai beaucoup de famille en France et donc je fais l'aller et venue et ça me concerne quelque part, y compris une sœur qui est rentrée dans le mouvement de M. Macron. Et je me rappelle d'une question qu'avait posée M. Fabius dans un débat à la télévision il y a plusieurs années. Il disait « Le Front National pose les bonnes questions, mais il ne donne pas les bonnes réponses ». Il s'était bien gardé d'ailleurs de dire quelles étaient ses réponses à lui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, peut-être je suis dans les 70%, ça tient peut-être à des attaches familiales précises, que l'islam est un problème. Et pas seulement l'islamisme radical. Que derrière la menace islamisme radical, il y a des liens avec un background culturel, un petit peu comme l'Inquisition avait des liens avec le catholicisme du Moyen-Âge. Je fais référence, par exemple, à des choses que disent des intellectuels comme Boualem Sansal, des recherches qui ont été menées en France par des gens qui ont écrit, par exemple, les territoires perdus. Récemment, le livre La France soumise, pas insoumise. À votre avis, quel est le traitement qu'il faudrait que M. Macron donne à cette question, sans la mettre sous le tapis comme on l'a fait depuis 20 ans, parce qu'il y a un vocabulaire dans le discours politique français, dans le discours médiatique est extraordinaire pour mettre sur le tapis, nier la réalité. Quand on va à Mantes-la-Jolie, on voit bien que c'est un vernis un peu fragile. Quand on regarde les relations, la pratique réelle de l'islam, on voit bien qu'il y a des incompatibilités. Quel serait le traitement à faire pour à la fois éviter les drames que pourraient entraîner des dérives racistes catastrophiques et en même temps éviter de continuer à produire le terreau, parce que le terreau, il est là, c'est pas seulement des représentations, c'est des incompatibilités qui existent. Bernard Mancier. Tu peux aussi parler en français. Ok, merci beaucoup. Je voudrais revenir un peu sur la fin de vos exposés, parce que c'est là où vous avez donné vos idées essentielles.
Vous avez dit notamment à plusieurs reprises que 57% considèrent l'islam comme une menace pour la France. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe pendant les derniers 80 ans, il y a eu beaucoup d'immigration en Europe et en particulier en France. En France, il y a eu de l'immigration polonaise, il y a eu de l'immigration portugaise, il y a eu de l'immigration espagnole, il y a eu de l'immigration italienne. Ces immigrations n'ont jamais posé le moindre problème. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont déplacés se sont intégrés, ont travaillé, ont fait leur vie, aujourd'hui se considèrent comme français, ont été acceptés comme tels par la société française. Car ils sont arrivés avec un bagage, je dirais, culturel, qui s'intégrait finalement facilement dans la société française. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas seulement français, comme vous l'avez dit, il existe dans les autres pays d'Europe, avec deux façons très différentes. Nous avons eu des émigrations d'Afrique du Nord, à peu près jusqu'au moment de la décolonisation, qui s'intégraient parfaitement. Ceux qui venaient d'Afrique du Nord avaient une formation française, se sentaient un peu chez eux, même s'ils ne l'étaient pas tout à fait, mais finalement s'intégraient très bien, se mettaient au travail, rentraient chez eux avec ensuite des retraites. Il y a eu beaucoup de Marocains comme ça, tout ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous avons une immigration qui vient de ces régions, qui sont des immigrations qui véhiculent une vision politique et sociale de la société qui agresse effectivement les sociétés européennes. Et c'est là qu'est aujourd'hui l'un des grands problèmes et qui dépasse un petit peu les problèmes économiques de l'Europe, qui restent importants, mais qui sont solubles. D'ailleurs, l'Europe s'est bien développée dans ces dernières années. Je crois que le problème fondamental que l'Europe est en train de rencontrer, c'est un problème d'ordre culturel, d'ordre ethnique, une manière différente de concevoir la société, voire même d'imposer la société au pays où se font ces immigrations. Comment est-ce que vous voyez la sortie d'un tel phénomène ? Là, je m'adresse à des spécialistes qui viennent justement de Sciences Po. J'imagine que vous ne vous bornez pas simplement à regarder le passé, mais à essayer d'imaginer ce que sera le futur. Bom, a última pergunta da bancada de la droite. E depois a gente faz aqui a da bancada de la gauche. Pode, se for muito sucintamente, e no microfone. No-go zones. No-go zones. OK? C'est compris? Merci. Depois a bancada da esquerda poderá se manifestar. Depende da perspectiva. Como eu estou aqui na mesa, vocês estão à minha esquerda. E é o sentido histórico, exatamente. Aliás, francês. Dominique, tu commences. Alors je réagis aux questions parce que je ne sais pas si je peux répondre. Mais première question, elles sont toutes très claires et très importantes, donc difficiles. Première question, je crois qu'il n'y a pas, en lien avec ce populisme, il n'y a pas ce qu'on peut appeler une révolution conservatrice. Il n'y a pas cela. On ne voit pas aujourd'hui ces éléments. Je ne dis pas que ça n'existe pas un peu par-ci, un peu par-là. Mais par exemple, la chef de l'AFD, bon, elle est homosexuelle, elle ne s'en cache pas. Le fondateur du populisme néerlandais était un militant homosexuel. Marine Le Pen n'a jamais voulu s'opposer au mariage homosexuel de manière très claire. Elle n'a même pas voulu s'en expliquer avec les opposants. Je pourrais multiplier les exemples. Les populistes envoient des signes très forts du côté de la liberté culturelle. Voyez. Et c'est plutôt, comme tout à l'heure Marc le rappelait, c'est plutôt un de leurs nouveaux points forts que d'être en quelque sorte les défenseurs de l'héritage 68. Au fond, 1968, l'extrême droite perd, l'extrême gauche gagne intellectuellement. 2018,
l'extrême gauche, on ne sait plus très bien si elle a du pouvoir. Les populistes défendent l'héritage. Ce serait assez amusant de faire d'ailleurs quelque chose là-dessus. Et j'ajoute qu'il y a ce que dit un de nos confrères espagnols, Oriol Bartomeus, qui est un des co-auteurs du livre sur la démocratie. Ce qu'il observe en Espagne, c'est presque un paradigme qu'on peut observer dans beaucoup de démocraties européennes, peut-être toutes. En parlant des citoyens, il parle de leur cynisme démocratique, c'est-à-dire les citoyens veulent conserver leur liberté à eux, leur vie, leur style de vie à eux, y compris la liberté de vivre comme on veut. Ils ne veulent pas une révolution conservatrice. Ils veulent que cette manière de vivre se perpétue. Et en ce sens, on ne voit pas d'éléments qui indiqueraient une sorte de réaction. Peut-être demain, mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Sur la question, cher monsieur, de mettre sous le tapis, poser les questions sans apporter les réponses, on a deux perspectives. Une perspective scientifique. Marc et moi-même, nous sommes universitaires, et donc on pose ces questions. Et précisément, et vous avez raison, moi je le crois, au plan scientifique, ça c'est sûr, ne pas décrire la réalité telle qu'elle se manifeste, c'est ne pas faire de travail de recherche. Et donc, quand on fait une enquête comme celle-là, quand on s'intéresse à ces sujets-là, on pose des questions qui sont un peu compliquées, que les politiques, parfois, n'arrivent pas à poser. Ça, c'est l'aspect scientifique. Sur le plan politique, vous avez raison. Moi, j'ai observé ça dans mon travail sur le populisme. J'ai fait 3 livres sur ce sujet. Dans toutes les démocraties européennes, depuis 1965 à peu près, on a toujours refusé, au niveau des gouvernements et des partis modérés, on a toujours refusé de faire du sujet de l'immigration un grand sujet politique. On n'a pas voulu en parler. On a pensé que c'était pas un sujet, que ça se réglerait tout seul par l'organisme social, digérerait au fond, et finalement ferait de l'harmonie au fil du temps, et peut-être que c'est quelque chose qui, à l'époque, était une évidence. Quand on a voulu poser le problème, on a tout de suite écarté la discussion. Il y a un grand discours d'Enoch Powell, le député britannique conservateur, qui, en 1968, fait un discours, un grand discours, dans lequel il dit « On devrait s'occuper de l'immigration, ce sera un jour un grand problème, il y aura des rivières, des fleuves de sang en Europe ». Et il le fait, c'est un homme modéré en réalité, malgré cette référence un peu ronflante, mais c'est un homme modéré qui pose un problème à partir de statistiques qu'il a très bien interprétées. Il sera aussitôt réduit au silence. Et les politiques ne vont pas traiter ce sujet, mais les gens vont le vivre. Et donc on va préparer le monopole des partis populistes. Le fait que les partis populistes aujourd'hui prospèrent sur ce thème est le résultat du fait que les partis de gouvernement n'ont pas essayé de construire ce sujet en un sujet de politique publique. C'est ce qui revient à... au fond, Laurent Fabius a fait la moitié du chemin. Et vous avez raison, il fallait faire l'autre moitié. Il faut qu'on puisse en parler entre nous, sans que ce soit désagréable, sans que ce soit stigmatisant, parce que c'est en soi un vrai problème. Inévitablement, ce sont des problèmes de politique publique. Donc ça n'a pas été fait. C'est très coupable de la part des partis de gouvernement, de gauche ou de droite, sans compter les médias. Enoch Powell, il est d'abord bombardé par la BBC, avant d'être bombardé par le Parti conservateur. C'est d'abord la BBC qui fait sur lui tout de suite un reportage en l'accusant de tous les maux. Et je vous rappelle ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Enoch Powell, parce que les Beatles ont fait quand même une chanson sur lui. Les Beatles, Dirty Powell. Les Beatles ont fait une chanson pour lui dire « Toi, on ne te veut pas, toi. » Il a eu comme soutien, en avril 68, il a eu comme soutien, devant Westminster, une manifestation d'ouvriers britanniques venus spontanément lui apporter leur soutien.
étrange scène qui préfigurait beaucoup de choses qui, à l'époque, devaient apparaître comme énigmatiques, qui aujourd'hui rentrent parfaitement dans les cadres que nous avons présentés. Et puis, sur la question de l'immigration et d'Emmanuel Macron, moi, je crois que ça, c'est une question centrale. Il me semble qu'aujourd'hui, la grande démonstration que doit faire Emmanuel Macron, c'est qu'est-ce qu'il a à dire sur ce sujet-là. C'est vraiment un point, c'est pas un point faible, c'est un point aveugle. On ne sait pas aujourd'hui quelle est sa pensée, sa doctrine, qu'est-ce qu'il a en tête. Et il y a un grand chantier, évidemment. Vous l'avez dit, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas vous dire, je vous dis juste quelque chose, parce que je ne veux pas ne pas faire une proposition, mais ce n'est pas sérieux de le faire aussi vite. Mais il y a quelque chose, il y a deux choses qui paraissent l'une impossible, l'autre qui sera probablement politiquement irrecevable. Ce qui est impossible, c'est de dire on ne veut plus de musulmans en France. Ce n'est pas possible. Les musulmans en France, aujourd'hui, représentent à peu près 6% de la population. Mais si je regarde les 18-24 ans, ils représentent à peu près 21% de la population. Donc c'est très clair. Il y aura des musulmans en France, plutôt beaucoup plus qu'un peu moins, plutôt beaucoup plus. Et ce qui se passe en Afrique subsaharienne, les grands phénomènes migratoires, on sait très bien que ça sera un très grand sujet pour les Européens, évidemment, pas dans le futur, c'est déjà le cas. Donc, ça, c'est pas possible. Ce qui est irrecevable, à mon avis, politiquement, c'est la version communautariste. On vit ensemble, on cohabite, on a quelques règles communes, et puis le reste, c'est différent. Ça, c'est tellement éloigné de l'esprit français, de la culture politique française, que peut-être ça viendra un jour, mais dans très très longtemps. Aujourd'hui, je pense que ce serait là le point d'appui d'un rejet profond d'Emmanuel Macron. Et donc, l'élément intermédiaire qu'il faut arriver à fabriquer, c'est compliqué. Il faut arriver à amener les musulmans français, et il y en a beaucoup, à repenser le rapport à l'islam, le rapport à la tradition, à créer quelque chose qui nécessairement sera sous influence européenne culturellement, mais ça c'est la grande histoire des doctrines, des spiritualités, des religions. Le christianisme brésilien, il n'est pas exactement le christianisme européen, et même quand on regarde la famille protestante. Il y a toute une... Voilà, c'est irrigué, c'est innervé par les éléments culturels continentaux. Et donc ça, c'est un des grands sujets. Et puis moi, je voudrais vous dire aussi, pour terminer sur ce point, que il faut bien avoir en tête, et c'est en ce sens que le Brésil, à mon avis, fait partie de la même question. Je ne parle pas ici de l'immigration, mais tous ces grands sujets, immigration, etc. La question, elle est, est-ce que nos systèmes démocratiques, les systèmes qui permettent au peuple de s'exprimer, est-ce que ça c'est relié à une puissance publique capable d'agir? Autrement dit, dans le monde globalisé, avec le réchauffement climatique, avec les GAFA, Google, Facebook, avec beaucoup de choses qui sont énormes, 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 est-ce que les États sont capables de réaliser les préférences des individus? Si la réponse est non, alors ce n'est pas simplement le populisme, c'est que la démocratie est en train de s'effacer de la surface de la Terre. C'est peut-être ça le sujet commun aussi. Il y a une crise populiste parce qu'il y a une crise de la démocratie. La démocratie, aujourd'hui, a du mal à accomplir la volonté exprimée par les électeurs. Et nous sommes probablement là devant une question qui, à mon avis, touche tous les systèmes, qui demande au peuple de se prononcer et d'exprimer ses préférences. Oui, non, je vais juste compléter quelques éléments. Je crois que, monsieur, vous avez soulevé la question aussi de la réforme du travail et puis aussi du rapport à la démocratie que portaient les populistes. Alors, sur la réforme du travail, dans tous les pays européens, c'est vrai qu'il y a une réforme du marché du travail
dont s'est inspiré Emmanuel Macron, en particulier de la réforme italienne, qui vise d'un côté à mettre plus de flexibilité dans le marché du travail, ce que évidemment tous les opposants ont dénoncé, mais aussi de garantir plus de protection et plus de sécurité aux travailleurs. Et ça, c'est un élément. Bon, après, quelles seront les conditions d'application? Il faudra évidemment les évaluer. Sur la question de la démocratie, moi, je le pose dans ces termes suivants. Il ne faut pas laisser le monopole de la revendication et de l'exaltation démocratique aux populistes. Et par conséquent, c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, tout un travail à faire par les autres acteurs politiques pour réinventer les formes de démocratie. Et puisque je n'ai pas eu le temps de le développer, je le dis, Emmanuel Macron a fait une campagne sur 2 points à ce propos. D'un côté, en disant si je suis élu président, j'utiliserai à fond la fonction présidentielle, ce qu'il a appelé la dimension jupitérienne. Hein. Mais alors, et après, il a dit que c'était pas vrai, mais si, il l'avait prononcé une fois ou deux. Et c'est un aspect, parce que les Français, dit-il, c'est une réflexion historique qui fait. Il ne faut jamais oublier que c'est un intellectuel, Emmanuel Macron. Hein, c'est quelqu'un qui a fait des hautes études, qui a travaillé avec le philosophe Paul Ricoeur pendant 2 ans. Bon, ce qui est un élément de réponse à vos questions sur l'immigration aussi. Et par conséquent, il a cette idée que les Français, c'est ce peuple qui a guillotiné son roi, mais qui rêve toujours d'avoir un monarque républicain. Donc, il le pense véritablement comme ça. Mais il a ajouté aussi: il faut de la démocratie participative. Et depuis qu'il est président, il a laissé tomber cet aspect-là. Et je pense que c'est une erreur de sa part. Et la plus belle preuve de ça, c'est qu'il ne sait pas comment organiser son mouvement, La République En Marche. Il ne sait pas quoi en faire. Il y a 300 000 personnes qui ont adhéré à peu près, et il ne sait pas quoi faire de ces 300 000 personnes. Sur la question de l'immigration, alors permettez-moi, monsieur, de vous dire que l'idée que l'immigration s'est toujours bien passée en France est totalement remise en cause par tous les travaux historiens. Mais vraiment, ça, c'est une construction de l'esprit. Excusez-moi de vous dire ça, en plus, comme fils d'immigrant. Et notamment, je vous recommande de regarder, malheureusement, cette exposition est finie, mais il y a un très beau catalogue qui s'appelle Ciao Italia, qui a été fait sur l'immigration italienne, qui a toujours été considérée comme l'immigration parfaite, qui ne posait aucun problème. Enfin, il y a eu Aigues-Mortes, 1893, plus de 8 Italiens pourchassés et assassinés. Il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes avec les Italiens. Et dès qu'il y avait des situations de tension économique et sociale, on accusait les Italiens d'être des suppôts de l'Église catholique et de ne pas se comporter. Et il y a eu beaucoup de situations difficiles. Donc l'idée que tout s'est bien passé parce qu'il y avait un même fond culturel, historiquement, je suis désolé de vous dire ça, ne tient pas. En revanche, là où vous avez raison, c'est parce que le modèle d'intégration républicaine fonctionnait que ces immigrés italiens, progressivement, se sont adaptés, se sont insérés. Je crois qu'on considère qu'il y a près de 25% de la population française qui a des descendants étrangers, en allant jusqu'aux parents et grands-parents. Et par conséquent, ça a fonctionné. Avec un phénomène, d'ailleurs, pour ces immigrés, très intéressant, c'est qu'ils ont, par exemple, pour prendre le cas de l'Italie que je connais bien, ils ont renoncé à parler italien parce qu'il fallait parler français dans l'espace public. Les enfants avaient honte de parler italien à la maison. Et c'est la 2e ou 3e génération qui a voulu retrouver ses racines. Hein. Et on retrouve ça avec les Espagnols et les Portugais. Donc le phénomène est beaucoup plus complexe. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vos interventions. Il y a une question. On ne va pas se cacher, on ne va pas le mettre sous le tapis, comme vous dites. Il y a une véritable question de l'immigration. Il n'y a pas eu d'âge d'or, mais il y a un problème. Alors, no-go zone, c'était la formule de Fox News, hein, qui envoyait des journalistes avec des gilets pare-balles dans certaines banlieues en disant qu'on ne pouvait pas y rentrer. C'est vrai qu'il y a des zones dans lesquelles, oui, vous avez raison, il y a des zones qui échappent aujourd'hui à l'autorité de la République. C'est incontestable. Oui, il y a un certain nombre de problèmes avec... on a des tas d'enquêtes là-dessus, un peu difficiles à faire, qui montrent qu'un certain nombre de, parlons clair, de Français ou de non-Français musulmans ne considèrent pas que la loi républicaine s'impose par rapport à la pratique de la religion musulmane, et ce qui est inadmissible. Et vous avez tout à fait raison de dire ça. Mais en même temps, je crois que la pire erreur d'analyse, ce serait de prendre des entités et de dire tous les musulmans, toute la religion musulmane est comme ça, parce que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Ça, on a des indicateurs pour ça. C'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de musulmans, Dominique y faisait allusion, qui justement essayent de concilier leur pratique musulmane à la dimension française et aux autorités de la France. Et je voudrais vous prendre l'exemple parce qu'il est fondamental. Tous les attentats d'ISIS ou de Daesh, selon tous les spécialistes, avaient comme objectif d'essayer de provoquer un début de guerre civile en France.
C'est-à-dire les attentats visaient à faire en sorte que des Français, les bons Français, aillent s'attaquer aux Arabes, parlons clair, fassent la chasse aux Arabes et se vengent. Et c'est vrai, moi-même j'ai eu cette inquiétude en disant les Français ne vont plus en supporter. Ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu quelques attentats contre des mosquées, il y a eu une petite augmentation en 2015 et depuis, plus du tout. Et les enquêtes montrent que de ce point de vue-là, les Français ont fait une distinction très claire entre les islamistes et le reste des musulmans français. Je ne veux pas employer l'expression communauté musulmane. Mais plus que ça, on a eu tardivement, je le concède, tardivement, un certain nombre de musulmans qui ont commencé à dire c'est insupportable ces attentats et c'est pas notre culture. Et vous avez pris l'exemple de Mantes-la-Jolie. C'est un très bon exemple. Parce qu'à Mantes-la-Jolie, il y a les phénomènes dont vous parlez, mais il y a eu un attentat épouvantable à Mantes-la-Jolie. 2 policiers ont été assassinés chez eux, égorgés chez eux. 3 jours plus tard, plus de 5000 Français de confession musulmane, comme ils se sont présentés, ont fait une manifestation où il n'y avait que des Français qui se présentaient comme citoyens français de confession musulmane pour dénoncer ces attentats et dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ces pratiques et qu'ils considéraient leur attachement à la France. C'est des petits indicateurs. Là où je rejoins Dominique, c'est que c'est vrai qu'il y a une très étonnante discrétion d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne et pour le moment là-dessus. Ça, c'est incontestable. Je pense qu'il a marqué par sa fréquentation du philosophe Paul Ricoeur, qu'il a cette notion de la bienveillance, sur laquelle on l'a beaucoup raillé à ce propos, on s'est beaucoup moqué. Mais il a cette idée de la bienveillance, qu'on peut... Paul Ricoeur était un philosophe chrétien, protestant, et avait cette idée du dialogue. Et pour Emmanuel Macron, ça compte beaucoup. Plusieurs livres de philosophes ont voulu montrer que Macron était presque un philosophe. Il n'est pas un philosophe, mais il a été très marqué par cette fréquentation de Paul Ricoeur. Mais il va falloir qu'effectivement, il développe une politique publique, là je vous rejoins entièrement, qui pour le moment est un grand point d'interrogation, et donc un point d'interrogation préoccupant. Bem, agora é o momento da bancada da esquerda se manifestar. Começa com o Otávio, pois aqui temos 3 pessoas para perguntar. 4, eu peço realmente que as pessoas façam intervenções breves. Je vais me permettre de parler en français. D'accord, donc ça rend plus facile. En fait, sur la question de l'immigration, je pense, Bernard Mancy, qu'on avait une migration fordiste dans le passé. Le monde du travail a complètement changé, donc on ne peut pas parler d'immigration. Le même degré de tolérance qu'on avait dans le système fordiste du passé. Donc c'est un aspect simplement. Ce matin, je regardais les indicateurs économiques. Il y a une récupération en Europe incroyable. Ce matin, on s'est rendu compte qu'on est dans le plus haut niveau de confiance en Europe depuis 16 ans. Pas 16 mois, 16 ans. Donc c'est un peu l'effet Macron. Je suis absolument convaincu que ça jouait quand même un rôle important de confiance dans la région. Et je n'exclus pas la possibilité que le taux de chômage autour de 10% puisse, à la fin du quinquennat, arriver à 7%. Donc c'est quelque chose de faisable. Ce n'est pas absurde de voir. Donc c'est un contexte, je voudrais bien avoir votre position. Une autre question très rapide, c'est le bouquin de Moïse Naïm, je ne sais pas si vous connaissez, The End of Power. Je pense que c'est extraordinaire, ce bouquin de 2013. Il parle exactement que c'est très facile de prendre le pouvoir, d'arriver au pouvoir. C'est presque impossible de gouverner. Et c'est très facile de laisser le pouvoir, de perdre le pouvoir. Donc c'est un phénomène. Il insiste dans la thèse que c'est impossible de gouverner dans des régimes démocratiques. Je ne parle pas en Chine, en Russie. Je parle plutôt dans la démocratie. Donc ça, c'est très intéressant parce que il y a quand même une crise des représentations politiques, c'est planétaire. Ce n'est pas une crise des représentations politiques en France, au Brésil, mais c'est partout dans le monde où il y a une crise des représentations politiques. Et la question que je vous pose, c'est la suivante. La démocratie, en principe, c'est complètement digitalisé, c'est numérisé, si vous voulez bien. Donc, digitalisé, donc on est en train de donner de likes, dislikes tout le temps en votant. Et en même temps, les institutions sont toujours analogiques. Donc, sont archaïques. Donc, je parle de syndicats, je parle de partis politiques. Donc, ce sont des institutions extractivistes, peut-être de rent-seeking.
Donc c'est une chose que ça n'a aucun sens en ce moment. Hein? Ils sont de la préhistoire maintenant. Exactement, sont la préhistoire. Donc je viens de voir l'institution, la fondation que vous venez de mentionner, c'est la fondation de l'innovation politique. Je pense que le grand débat aujourd'hui, c'est l'innovation institutionnelle. À côté du phénomène de l'innovation au sens large qu'on a dans le monde, donc c'est un phénomène, la révolution digitale, cognitive, tout ça. Donc on a vraiment besoin des innovations institutionnelles. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Donc c'est les grands défis, je pense, de tous les pays. Merci. Bonjour, merci. Une question très brève. Si vous auriez une boule de cristal fiable, ok, et selon votre avis, quel sera l'avenir d'Europe et de France en 10 ou 20 ans? Oui, je suis français et consul honoraire du Mali. Nous observons que plus de 50% des Français, n'est-ce pas, sont contre l'immigration des musulmans, essentiellement, en France, alors que ce que nous remarquons, c'est effectivement que les terroristes sont français. Ce sont des musulmans français. Je connais parfaitement bien Montreuil. Nous avons plus de 300 000... À Montreuil, 300 000 Maliens, et nous n'avons pas un cas de terrorisme à Montreuil. Donc je crois que ce serait un point intéressant à éclaircir nos frères brésiliens. Je vous remercie. Tinha mais alguém ou não? Encerramos. Bonjour, moi je suis française aussi et j'ai une question sur ce lien en fait que vous faites entre l'outil démocratique et les citoyens, s'ils peuvent réellement s'exprimer. Ce que je voudrais savoir, pour reprendre cette idée de Mantes-la-Jolie, de Montreuil, de ces terreaux, et je mets cette expression entre guillemets, c'est ce qu'aujourd'hui on pourrait pas, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est exclu ou envisageable, d'intégrer des représentants intellectuels, voire religieux, dans des décisions ou des débats plutôt politiques, c'est-à-dire à des politiques publiques, parce que ils ont un réel pouvoir sur ce qu'on peut malheureusement considérer comme des communautés, et on les entend peu s'exprimer. On ne sait pas exactement quel est leur discours. Et du coup, ma question, c'est de savoir quel est leur rôle actuel, en fait, dans nos politiques publiques et à venir. O Felipe Rasto pediu aqui, como ele é meu amigo, e além disso, ele é conselheiro da Fundação, eu sou obrigado a ceder a palavra a ele agora, no último minuto. Obrigado, Sérgio. J'étais très inquiété par vos remarques sur la question, la relation entre le populisme et la question politique et l'économie. C'est un biais de profession, je crois aussi. Et donc, pendant la crise 2008-2010, l'Europe a tenu incroyablement même, et elle a dû apporter un secours énorme à l'Europe du Sud. Les anciens émigrants, disons. C'est nous, disons, les Brésiliens, les Portugais, les Espagnols. Et maintenant, quand vous parlez de la Tchéquie et de ces pays qui sont presque en plein emploi, où le populisme, l'Autriche, où le populisme éclate, j'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle a tenu pendant la crise avec 2008-2010, avec des taux de chômage énormes et l'Europe appuyant, et maintenant ça apparaît être se désintégrer comme ça. It's not the economy, Felipe. Exactement. It's not only the Exactement. Exactement. Eu evitei o estilo. Non, mais il y a un article de Daniel Hush qui termine par cette phrase « It's the identity », et qui fait référence, mais explicitement, en travaillant sur des données, c'est très simple, en faisant une analyse sociologique très précise. C'est une étude de 2008. Analyse sociologique très précise des raisons pour lesquelles les ouvriers votent pour les partis populistes. La première raison, même pour les ouvriers au chômage, c'est l'immigration. Même pour les ouvriers au chômage. Et donc, c'est un phénomène qui est
Peut-être, moi, je réagis là aussi rapidement à vous. L'effet Macron, moi, je crois qu'il existe, qu'il est réel. Sur l'Europe, il est très bénéfique. Sur la France aussi. Ça peut toucher la superstructure et ne pas descendre. C'est une opportunité pour la France qui est, Marc le disait, on veut vraiment partager ça avec vous parce que 2017 a été une élection présidentielle atroce. Je n'ai jamais, en tant que politologue, été à ce point questionné par des investisseurs des fonds de pension. D'un côté, j'avais des questions qui venaient des fonds de pension et de l'autre, des questions qui venaient d'avocats sur les affaires. Vous voyez, on se demandait où était le débat démocratique dedans. Mais tous les investisseurs mondiaux étaient très inquiets parce que si la France avait basculé, on sait bien que l'euro basculait et que tout le reste partait. Ça ne s'est pas produit. Mais je ne suis pas rassuré parce que le système français n'est pas raisonnable. C'est l'élection la plus facile pour les populistes. Et donc, d'ici 2022, c'est très court pour modifier cette configuration. Et on aura un grand risque en 2022. Même avec la reprise. Le problème, vous voyez bien, la République tchèque, les pays riches, etc., ça n'est pas suffisant. Alors, c'est déjà ce qu'il faut faire, hein. Et Emmanuel Macron prend les bonnes décisions, je crois, en matière de marché de l'emploi, en matière d'équilibre budgétaire. Ça sera difficile, mais il s'y emploie. Et donc, c'est le chemin à suivre. Il faudra que ce soit suffisant, mais c'est le chemin à suivre. Sur la digitalisation de la démocratie, c'est un grand sujet, un immense sujet. Et la Fondation, dont je m'occupe par ailleurs, travaille beaucoup sur ces sujets-là. Je ne peux que le dire très vite, là aussi, mais je vais vraiment dans votre sens. Les institutions sont analogiques, très en retard, très résistantes aux propositions qui sont faites d'évolution. Par exemple, la construction d'un État sur un mode start-up, intrapreneur, avec de la numérisation intense, de la création numérique. Ça, c'est tout à fait... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. L'usage des blockchains, par exemple. C'est un grand sujet. Il y a une résistance énorme dans beaucoup de pays, en particulier en France, parce que l'État se définit comme étant vraiment le souverain. Et on retrouve la tradition de la monarchie à laquelle, tout à l'heure, Marc faisait référence. Mais c'est un grand sujet, vous avez raison. Il y a quelques réponses possibles, cependant. Le fait que les terroristes soient des Français, oui. Oui. Et c'est précisément le problème. C'est-à-dire que les gens vous disent, vous voyez, ça ne marchera jamais. C'est même des Français qui ne se sont pas intégrés alors qu'ils ne connaissent même pas le pays dont ils se sentent plus proches, je ne sais quoi, vous voyez. Ils ne connaissent même pas l'islam, en fait, vous savez. Ils ne connaissent pas l'arabe. Ils apprennent 2 ou 3 mots en arabe, 2 ou 3 morceaux, un peu de Coran, comme ça. C'est n'importe quoi, on le sait. Que c'est un problème d'inculture aussi, c'est terrible, c'est dramatique. Hein. Mais pour les Français, c'est plutôt une démonstration. Vous savez, les attentats qu'il y a eu à Londres en 2005, c'était des Britanniques ingénieurs. Et c'est ce qu'avait dit David Cameron. Il avait dit... Je ne peux pas les renvoyer dans leur pays, c'est le nôtre. Comment on fait? Ils ont fait de très bonnes études. Des milieux sociaux favorisés, là. Ce n'était pas du tout des problèmes de banlieue, ce qui n'était pas le cas en France. Donc c'est vraiment un sujet compliqué, mais qui renvoie aussi au fait que dans la globalisation, on a des problèmes d'affiliation, d'appartenance, et peut-être que pour certains, l'islam est une réponse à un sujet, auquel nous, on ne sait pas traiter. L'Europe dans 10 ou 15 ans, moi je crois que j'ai apporté ma réponse. Malheureusement, je vous dis, c'est A ou B. Soit Emmanuel Macron réussit, je pense que là il y a un enjeu français majeur, il y a un moment majeur. Il y a un historien, un collègue à nous qui vient de faire un livre, Jean-Noël Jeannet, Le moment Macron. Ben oui, il y a peut-être effectivement un moment Macron en ce sens, c'est-à-dire que s'il n'y arrive pas, là vraiment... Suivez de près, parce que s'il n'y arrive pas, je ne vois pas qui va y arriver autour. Et donc, c'est sans doute une marche vers la catastrophe. On a vraiment là... Donc, ce sera la catastrophe. S'il n'y arrive pas, l'euro tombera, etc. S'il y arrive, il y a peut-être quelque chose qui peut se reconstruire, à condition de proposer aux Européens un vrai discours, et c'est ce qu'il a fait récemment. Je termine en disant ceci quand même. D'une part, intégrer les représentants religieux, ça pose on le fait, peut-être pas assez, mais ça pose un problème. C'est que si vous intégrez une religion, il faut intégrer toutes les religions. Et là, la France doit ouvrir le débat de la laïcité
Peut-être qu'il faudra qu'elle le fasse, hein. Mais c'est la grande boîte qu'on n'ose pas ouvrir parce qu'on a peur, évidemment, que tout ça, ça revienne. L'Europe est aussi le continent des guerres de religion. C'est après que c'est le continent des révolutions. C'est d'abord les guerres de religion. Et je pense que ça marque très profondément l'inconscient collectif et même la structure mentale de ceux qui nous dirigent. Et j'ajoute juste pour finir que 2015 est une année majeure. Ce n'est pas financier. Je suis désolé, ce n'est pas une obsession personnelle. Les données sont effrayantes. Ce qui a rendu, ce qui a mis Angela Merkel dans cette situation, c'est les 900 000 réfugiés. Bien sûr qu'il fallait les recevoir, évidemment. Ils cherchaient à fuir la misère et la guerre. Mais c'est pour ça qu'il y a 100 députés d'extrême droite. C'est 2015. 2015 a perturbé complètement tous les Européens. Et moi, je ne sais pas comment on va les convaincre d'accepter les réfugiés. Mais en tout cas, ils le font payer d'un prix politique très fort. Moi, je rajouterais juste, parce qu'il est très tard, quelques éléments sur la relation entre l'amélioration économique. Effectivement, même Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a dit les vents poussent maintenant dans la bonne direction le bateau européen. Certainement. Le problème, c'est que la perception des populations et des opinions de ces améliorations économiques est très lente. Et c'est pire que ça dans le cas français. Parce que la France a la chance d'avoir une immense banque de données de sondage. Et quand vous regardez les sondages dans les années 60 du XXe siècle, où la situation économique et sociale est excellente, ce serait le rêve aujourd'hui. Bon, les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion, disent qu'ils n'ont jamais aussi mal vécu que maintenant, hein. Et comme vous savez, les Français sont les plus pessimistes au monde, encore plus pessimistes que les Afghans. Par conséquent, il y a vraiment un problème de perception française, hein. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, même si le chômage diminue, s'il réduit les inégalités et tout, ça ne suffira peut-être pas pour la perception des Français. C'est le premier point. Deuxième point, c'est mieux d'avoir, bien sûr. Deuxième point, les innovations institutionnelles, je suis entièrement d'accord. Et là, je veux dire, il y a une révolution digitale à tous les niveaux et qui a littéralement heurté de plein fouet les politiques traditionnelles, qui n'ont vraiment pas comprises, alors que les populistes ont très souvent compris ça très très vite par leur capacité. Le meilleur exemple qu'on a en Europe, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie, qui fonctionne. Il n'y a pas de lieu, hein, il n'y a pas de siège du parti, qui se dit pas parti, tout fonctionne par Internet. C'est l'horizontalité absolue combinée avec une verticalité, un dictateur qui s'appelle Beppe Grillo. Si vous êtes d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en désaccord, vous êtes exclu immédiatement. Mais ça fonctionne par le digital et ça attire les jeunes. Le mouvement 5 étoiles est un mouvement qui attire considérablement les jeunes, hein, en Italie. Et c'est un mouvement précurseur pour cela. Alors, c'est quoi la France dans 15-20 ans? Moi, je ne lis pas. Et l'Europe, je ne lis pas dans 15-20 ans. Mais pour la France, je pense incontestablement qu'il y a des potentialités considérables et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, y compris du côté des Français d'origine étrangère et parfois de confession musulmane, par l'incroyable dynamisme. C'est pas que je veuille faire tout à coup un plaidoyer pro-français, mais bon, je me sens français, et j'ai envie de le dire, on a des étudiants absolument extraordinaires, on a des chercheurs formidables, on a des entreprises innovantes. C'est vrai qu'il y a tout un potentiel, et je vais vous dire, même on sent qu'un certain nombre de personnes ont compris les enjeux justement pour la France. Alors je crois qu'Emmanuel Macron a voulu jouer là-dessus, d'où toute sa campagne sur l'optimisme, la volonté de refaire jouer un rôle à la France, etc. Le grand problème, c'est de savoir si on est capable de faire cela sans mettre à l'écart toute une partie de la population qui précisément ne se sent pas présente, qui se sent laissée pour compte, qui se sent abandonnée au moment où toute une autre partie du pays, justement, est prête à jouer la carte de l'Europe, la carte de la mondialisation. Mais c'est une société très contrastée. Et contrairement à l'image, justement, que veulent donner de la réalité française les mouvements populistes en disant que tout va mal, je crois que la réalité est véritablement bien plus complexe. Et que de ce point de vue-là, c'est vrai que la France est sans doute l'Europe. Le problème, c'est de savoir quelle Europe. Parce que maintenant, on a des lignes de fracture énormes en Europe, entre une partie du sud de l'Europe et le reste de l'Europe du Nord, entre une partie de l'Europe centrale et orientale et le reste de l'Europe. C'est énorme, et ce qui n'est pas certain, c'est de savoir si la construction politique de l'Europe pourra être maintenue. Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'Europe, ce sera juste la zone euro, comme le montrait Dominique, par l'intermédiaire de la perception qu'en ont les Européens, ou est-ce qu'on est capable de réinventer une intégration européenne
Ou est-ce que, comme le proposent un certain nombre de gens, il faudra faire une Europe à plusieurs vitesses? Mais ça va, il va y avoir des choix à faire incontestablement qui risquent de provoquer des ruptures importantes en Europe. Ça, oui, certainement. Bem, só me resta agradecer enormemente, excelentes apresentações. De novo, cônsul Brieco, muito obrigado. Tivemos aqui, acho que, uma demonstração de como está viva a qualidade intelectual da França. Não, eu digo disso, isso não é, digamos, uma... Porque é rara essa capacidade de transitar entre várias disciplinas, de fundamentar de maneira empírica e pensar la longue durée. Merci beaucoup. E então, portanto, eu faço aqui um elogio a vocês pessoalmente, à França como país e ao cônsul pela oportunidade que nos criou. Muito obrigado.